Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je cède la priorité à gauche. Réponse B. Je cède la priorité à droite. Alors ici, comme tu le vois, quand on rentre dans un carrefour à sens giratoire, on a un panneau céder le passage. Donc ici, sur un carrefour à sens giratoire, on cède le passage aux véhicules qui viennent de gauche. Hein, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on aborde par exemple un rond-point. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je cède la priorité à gauche. Question numéro 2. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc, après ce test, il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5 dixièmes pour les deux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2 dixièmes et sur l'autre tu as 8 dixièmes, alors tu as 5 dixièmes d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire. Sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5 dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, ce panneau, en fait, t'indique que tu as la priorité seulement à la prochaine intersection. À ne pas confondre avec ce panneau de priorité losange qui indique que tu es sur une route prioritaire. C'est-à-dire que tu as la priorité sur toutes les intersections sur cette route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, hein. C'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si... Réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait, là c'est une question aussi de cours. Donc légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 7. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 8. La consommation de cannabis entraîne une baisse de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme le montre le document de la formation, la consommation de cannabis va avoir plusieurs effets, notamment bien sûr donc la baisse de la vigilance, mais également la diminution des facultés visuelles, une mauvaise coordination et aussi un état de somnolence avancé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A, des enfants. Réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C, des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie la présence d'usagers. Sur mon rétroviseur, oui réponse A, non réponse B. En vision directe, oui réponse C, non réponse D. Alors, bien sûr, avant d'ouvrir ma portière, je vérifie sur mon rétroviseur s'il n'y a personne derrière. Mais, comme vous le savez, on a les angles morts. Donc, je fais également une deuxième vérification en vision directe. À savoir que l'ouverture intempestive de la portière d'un véhicule est sanctionnée par une contravention de première classe et une amende de 11 €. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Je dois suivre la trajectoire. A, réponse A. Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici, on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc je roule à 45 km/h. Donc je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Pour entrer dans ce tunnel, je suis dans l'obligation d'allumer mes feux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, comme tu le vois ici, on a un panneau d'obligation qui indique « Allumez vos feux ». Je suis donc dans l'obligation d'allumer mes feux après ce panneau pour pouvoir entrer dans le tunnel. Les feux qu'on doit allumer, ce sont les feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. La vignette
critère permet d'évaluer le niveau de pollution de mon véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les vignettes critères permettent donc d'évaluer le niveau de pollution d'un véhicule. Donc, ce niveau de pollution, il y en a 6. La première, en verte, ça concernera les véhicules électriques spécifiquement. Alors, grâce à ces vignettes, vous allez pouvoir circuler dans certaines zones, qu'on appelle les zones à faible émission, ou ZFE. Alors, comment ça va se matérialiser? Eh bien, à l'entrée de ces zones, vous allez avoir des panneaux de zone, d'accord, où il y aura marqué circulation restreinte ou ZFE, d'accord. Et regardez bien ce panneau de zone, c'est une zone d'interdiction, c'est-à-dire que vous avez interdiction de circuler. En dessous, vous allez avoir des panonceaux qui vont préciser cette interdiction de zone. Par exemple, si on prend cet ensemble de panneaux, eh bien, la circulation sera restreinte, donc interdite, sauf, quand on regarde le panonceau, pour les poids lourds et les véhicules légers qui ont la vignette 1, 2, 3 et la vignette des véhicules électriques. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 15. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur, donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Sur certains véhicules, je peux régler mon siège en hauteur. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, n'oublie pas, pour une bonne installation, il faut être ni trop loin du volant et des pédales, ni trop près. Donc, ici, effectivement, sur certains véhicules, on peut aussi, pour avoir une meilleure installation, régler son siège en hauteur. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 19. Pour un passager, la ceinture de sécurité est, réponse A, obligatoire, réponse B, conseillée. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le
conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 20. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10. Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je peux utiliser mes feux de détresse pour m'arrêter au tabac. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme son nom l'indique, les feux de détresse sont là pour indiquer d'une situation de détresse. Donc effectivement, en aucun cas je mets mes feux de détresse pour m'arrêter chercher quelqu'un, pour m'arrêter à la boulangerie ou aller au tabac. Donc est-ce que je peux utiliser mes feux de détresse pour m'arrêter au tabac? La réponse est non. Réponse B. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Lorsque j'alerte les secours, je dois leur communiquer. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Réponse C, le lieu exact de l'accident. Alors, si vous êtes témoin d'un accident, donc avec dommages corporels, bien sûr, avant d'alerter les secours, il faut d'abord avoir un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être un médecin, on vous demande pas de faire un diagnostic médical, mais en fait de donner les informations essentielles au secours. Alors, tout d'abord, ça va être des informations pratiques. C'est-à-dire, ça va être des informations de lieu. Il faudra donner l'adresse exacte si vous êtes en agglomération. Mais si par exemple vous êtes sur une route que vous ne connaissez pas ou une autoroute, il faudra aussi donner des informations assez précises pour que les secours puissent venir rapidement. Alors par exemple, si vous êtes sur une route ou une autoroute, il faudra donner le numéro de la route ou de l'autoroute. Il faudra aussi donner le sens de circulation dans lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur la A13 direction Versailles. Le plus simple, par exemple, lorsque vous êtes dans une route ou une autoroute, c'est par exemple de donner les indications qu'il y a sur les bornes kilométriques. Vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois. Donc il y a des bornes kilométriques sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Donc ça permettra au secours d'avoir une localisation précise et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Alors ensuite, il y aura on va dire un pré-diagnostic global de l'état de la victime.
Donc il faudra donner comme information, donc est-ce que la victime est consciente ou non? Est-ce que la victime respire ou non? Est-ce que la victime peut se déplacer ou non? Est-ce que la victime a une hémorragie externe ou non? Voilà. Donc c'est un prédiagnostic, on va dire, global. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce qu'on donne l'identité de la victime? Ben non, clairement, ça n'a aucune importance de donner le nom, le prénom, la date de naissance de la victime. Par contre, donner l'état de la victime et le lieu exact de l'accident, c'est primordial. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 23. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 24. Dans cette situation, A, je klaxonne. B, je passe avec prudence. C, je m'arrête. Alors ici, on arrive à un feu et on voit que sur le trottoir de gauche, il y a un enfant avec une trottinette, donc avec une très grande zone d'incertitude. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement de vous former. Alors, donc ici, alors on klaxonne pas parce qu'on n'est pas face à un danger imminent et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération. Alors je ne vais pas m'arrêter parce que le feu est au vert, que l'enfant est pour l'instant sur le trottoir, donc je passe avec prudence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Vous voyez que dans la vidéo, on va beaucoup plus vite que le camion. C'est normal. On roule à 130 km/h, alors que la vitesse maximale d'un camion sur autoroute est de 90 km/h. Alors après, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'on est sur autoroute? On pourrait être sur une route. Alors, comment je sais que là, je suis sur une autoroute? Bah, regardez, ici, il y a une borne qu'on appelle les bornes, on appelle ça une borne kilométrique. Hein. Et vous voyez, il y a un petit A. Voilà. A et un numéro qui indique en fait le numéro de l'autoroute.
Donc ici, on est bien sur une autoroute, on roule à 130 km/h, le camion, lui, roule au maximum à 90 km/h, donc je peux dépasser le camion. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Le clignotant est en panne lorsque le son est accéléré. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, voici le son d'un clignotant qui marche correctement. Et maintenant, voici le son d'un clignotant en panne. Donc vous remarquerez que le son est accéléré. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 euros, 135 euros d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 euros. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. La voiture bleue est très mal garée. Question numéro 29. Ce marquage au sol annonce A. Une réduction de voie. B. Une ligne continue. Alors, petite question piège.
bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la flèche de rabattement est située sur la ligne axiale, pointillée, alors elle annonce une ligne continue. À ne pas confondre avec une réduction de voie, où là la flèche, elle sera décalée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Ce cycliste fait signe à l'automobiliste. Réponse A, de tourner à gauche. Réponse B, de tourner à droite. Réponse C, de le dépasser. Alors ici on voit que le cycliste a tendu sa main gauche. Donc cela signifie qu'il souhaite tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. La présentation du permis de conduire lors d'un contrôle de police est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs documents sont obligatoires à bord du véhicule et donc lors d'un contrôle de police. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous avez une preuve du contrôle technique. Ça peut être soit la vignette que vous collez sur le certificat d'immatriculation ou la vignette sur le pare-brise. Et enfin, le certificat d'immatriculation. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, bah, t'as oublié quelque chose, hein, et l'assurance alors ?» Alors, non, l'assurance n'est pas obligatoire lors d'un contrôle de police depuis avril 2024. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, est-ce que la présentation du permis de conduire est obligatoire lors d'un contrôle de police? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Je place ces bagages. Réponse A, sur le siège arrière. Réponse B, dans le coffre. Pour des mesures de sécurité, il est préférable de placer ces bagages dans le coffre. Pourquoi? Parce que dans le siège arrière, si vous freinez brusquement, en fait, votre bagage pourra en fait devenir un projectile. C'est la même chose pour tout ce qui est tous les objets, on va dire, petits et lourds. Par exemple, une bouteille d'eau, un marteau, une perceuse. Il est vraiment déconseillé de mettre ça sur le siège arrière parce que si vous freinez brusquement, ben, ce sera un projectile. Ça deviendra un projectile. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, dans le coffre. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace. La bonne réponse
ici est la réponse A. Question numéro 34. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. L'étiquette énergie indique, entre autres, les émissions de CO2 du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'étiquette énergie est en fait une étiquette obligatoire pour les véhicules, pour l'achat des véhicules neufs. Comment se présente cette étiquette énergie? C'est une feuille A4, comme tu le vois ici. La partie haute, en fait, sera indiquée tout ce qui concerne le type de véhicule, c'est-à-dire la marque de la voiture, le modèle de la voiture, le carburant qui est utilisé pour la voiture, par exemple si c'est du diesel, de l'essence,
ou si c'est une hybride par exemple. Juste en dessous, tu auras tout ce qui concerne la consommation du carburant. Par exemple, ici dans cet exemple, c'est 4,2 litres pour 100 km. Ensuite, juste en dessous, tu auras le rejet de CO2 par kilomètre parcouru pour ce véhicule. Donc, ce sont les émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Tu verras également que plus les émissions de CO2 sont faibles, plus l'étiquette va aller vers le A. Plus les émissions de CO2 seront fortes, plus l'étiquette va aller vers le G. Donc, ici, pour répondre à la question, l'étiquette énergie indique bien les émissions de CO2 du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. L'indicateur de vitesse est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. Donc je vous invite à aller vous former pour pouvoir répondre à ces questions. Donc la réponse est oui, hein. L'indicateur de vitesse est bien obligatoire dans une voiture. Question numéro 37. Des pneus sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pression doit être vérifiée. Réponse C, tous les mois. Réponse D, avant un long trajet. Alors oui, des pneus sous-gonflés vont provoquer une surconsommation en carburant. Et les pneus doivent être vérifiés une fois par mois et avant un long trajet. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 38. La voiture rouge est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vraiment, on a tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de stationnement. Alors, pour information, vous devez savoir qu'il y a différents types de stationnement. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Donc, encore une fois, hein, je vous recommande vivement d'aller dans la formation pour connaître ces 4 types de stationnement, car il y a souvent des questions dans le nouveau examen du code de la route. Alors ici, on a affaire à un stationnement très gênant. En fait, on a affaire à 3 stationnements très gênants. Tout d'abord, vous devez savoir une chose, c'est qu'il est interdit de se garer sur un trottoir. Stationnement très gênant, 135 € d'amende. Aussi, il est interdit de se garer sur une voie réservée. Ici, on a une bande cyclable. Donc, le véhicule, si vous voyez bien, il est garé à cheval sur une bande cyclable. Aussi, le plus important, il est garé sur un passage piéton. Donc là, ça fait 1, 2, 3 stationnements très gênants, 3 amendes de 135 €. Voilà. Donc, est-ce que la voiture rouge est bien garée ? La réponse est non. Question numéro 39. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident.
Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Le rayon de braquage d'un bus est plus grand que celui d'une voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors bien sûr, ça c'est une question qui tombe régulièrement et qu'on a vu régulièrement dans les tests YouTube. Comme le montre cette petite animation, le rayon de braquage d'un bus ou d'un poids lourd va être largement plus grand que celui d'une voiture. Donc on respecte le marquage au sol au feu rouge. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.